Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Après une enfance marquée par un manque d'amour et un sentiment de solitude, je suis entré dans l'adolescence avec beaucoup de blessures que je ne voyais pas. Beaucoup d'enfants rentrent dans l'adolescence tranquillement, en étant plus ou moins heureux, mais pas pour moi. Et ça a été l'inverse. Je me suis replié, isolé, enfermé dans ma chambre, encore plus. Bien entendu, les disputes perpétuelles entre mes parents ont continué, et se sont même intensifiées. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai vécu à cette époque, entre isolement et silence. Générique. Belles âmes, je me permets d'apporter une petite précision concernant mon enfance et notre maison à Saint-Jean-de-Lardelle. Et c'est ma grande sœur qui me l'a dit et qui me l'a fait rappeler. C'est une chose que je ne savais pas non plus. Elle m'a dit que suite au fait qu'elle était rentrée pleine de boue à la maison, eh bien, elle aussi a reçu une claque et des coups de ceinture de mon père. Je vois que je n'ai pas été le seul. Mon père, qui était à ce moment-là agent de sécurité, a d'abord travaillé pour l'entreprise John Deere à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Et c'est là-bas qu'il a fait la connaissance d'un autre agent de sécurité qui, lui, buvait beaucoup. Et par conséquent, il a entraîné mon père là-dedans. Mon père a ensuite eu le même travail, mais cette fois-ci sur Paris, au fameux théâtre de l'Empire. C'était le lieu où se faisaient les émissions L'Académie des Neufs, présentées par Jean-Pierre Foucault, et L'École des fans, par Jacques Martin. J'ai le souvenir que ce travail lui plaisait beaucoup, car il rencontrait pas mal de personnalités, que ce soit de la télé, du showbiz. Et j'ai le souvenir qu'il nous rapportait souvent des objets de là-bas. Il revenait parfois avec des casques, des cassettes vidéo, et il est même rentré par le train en rapportant une fois un énorme magnétoscope. C'était le tout premier qu'on avait. Il devait peser à peu près 5 kilos. C'était les gros JVC de l'époque. Et on était tous contents. C'était notre premier magnétoscope. Il m'avait même emmené une fois sur Paris, un jour, voir les enregistrements de ces émissions. Je devais avoir une dizaine d'années. Hormis quelques films que nous allions voir ensemble, du genre les 10 commandements, Spider-Man, La Guerre des étoiles, ce sont vraiment les seuls films que nous sommes allés voir ensemble et dont je me souviens. Dans mon enfance, y compris à mon adolescence, je n'ai jamais entendu mes parents me dire « je t'aime » et le dire aussi à mes sœurs. Et pourtant, j'en aurais eu tellement besoin. Dans la plupart des familles, les enfants appellent leurs parents « papa »,« maman ». Chez nous, c'était le père, la mère. Mon adolescence a donc été marquée par un isolement presque total. Ma chambre était vraiment le seul endroit où je pouvais être tranquille, respirer, essayer de faire mes devoirs, sans entendre mes parents se disputer. Alors que les autres adolescents vivaient leurs premières amitiés, leurs sorties, moi je restais enfermé, car je n'avais pas de réels copains. J'étais dans mon petit monde à moi, et c'était le mien. Ma chambre était devenue mon seul lieu de vie.
Vous savez, je parlais peu et c'était devenu mon quotidien. Et pour moi, adolescent, c'était très lourd à supporter. À l'école, je me sentais encore plus en décalage car je n'avais pas beaucoup d'amitié. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre, surtout ce que je faisais, et je me renfermais encore plus. Nous avons déménagé plusieurs fois à cause du manque d'argent, et c'était toujours mon père qui décidait, qui voulait déménager. Même si ça faisait pas longtemps qu'on était à tel endroit. Avant d'habiter notre maison de Saint-Jean-de-Larvel, nous étions dans une résidence sociale, rue Flandre-Dunkerque, dans le quartier de l'Argonne, à Orléans. Et je suis allé au collège Joliot-Curie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est là que j'ai aussi appris la couture, et ça m'a bien servi pour ma vie d'aujourd'hui, car je sais coudre maintenant à la main, également sur machine. Ensuite, eh bien, ça a été rebelote, redéménagement, et c'est là que mes parents avaient décidé d'acheter la maison de Saint-Jean-de-Larvel, aux Villageoises, en faisant un crédit. J'allais au collège André Malraux. Là-bas, je n'ai quasiment pas eu de copains. Je me faisais parfois donner des coups. Et puis nous avons perdu la maison car mes parents ne pouvaient plus payer le crédit et les factures. Les huissiers venaient beaucoup et très souvent réclamer les crédits, mais mes parents ne pouvaient rien payer. Mon père il les envoyait chier. La maison a dû être vendue et ma mère a dû rembourser pendant pas mal de temps la maison, qu'elle n'avait plus. C'est ça qui a été le plus pénible, pour elle et pour nous. Ça a été très difficile. Nous avons encore déménagé pour retourner de nouveau à l'Argonne, dans une résidence sociale au 6e étage, rue François Couperin. Et je suis allé au collège Jean Rostand. C'est là, à l'Argonne, que j'ai eu mes tout premiers copains, dont certains le sont encore aujourd'hui, comme Ismet, Merdan, Ahmed et Sofada. Avec mes copains Ismet et Merdan, on jouait pas mal au tennis, sans avoir jamais pris de cours. Et on avait une bonne technique. Ça va vous étonner, mais j'ai appris le tennis en regardant les pros à la télé. Et je m'amusais à refaire continuellement les mêmes mouvements et les mêmes techniques. Plus tard, lorsque mon père m'a acheté un petit combo, comme le radiocassette que vous voyez derrière moi, il avait les mêmes dimensions. C'était un petit combo qui faisait télé, cassette vidéo et radio. Par contre, je ne sais pas avec quel argent il l'avait acheté. J'enregistrais les matchs sur cassette vidéo et je me les repassais. Je me repassais surtout les coups qu'il faisait au ralenti. Je me les passais des centaines de fois pour les comprendre et les assimiler. Et j'essayais de les refaire sur le court. Et c'est comme ça que j'ai appris tout seul à jouer au tennis. Jouer au tennis a toujours été pour moi un défoulement. Et c'était un plaisir. Car ça me permettait d'oublier franchement tous les problèmes que j'avais à tous les niveaux. À force de déménager continuellement de collège en collège, j'ai redoublé 2 fois des classes. Ce qui m'a retardé dans mon apprentissage scolaire. Et ça n'a pas arrangé les choses. Les collèges où je suis allé ont été pour moi le début des questions sur ce qu'on essayait vraiment de m'apprendre. C'est surtout le cours d'histoire et de géo sur l'Égypte et les Mayas qui me dérangeait. Et pourtant j'adorais ces cours. Mais il y avait un truc qui n'allait pas.
dans ce que disait le prof. Ça résonnait pas chez moi. Ça sonnait comme faux. Lorsque le prof nous parlait de l'Égypte, de la construction des fameuses pyramides faites par toute une génération d'esclaves, comme il disait, au fond de moi, je savais que ça n'allait pas. Y compris pour les pyramides mayas et les symboles retrouvés dans les montagnes du Pérou. Je crois que ça s'appelle des géoglyphes. Il me semble que ça doit être ça. N'hésitez pas à me le faire rappeler et à me dire si c'est bien ce terme-là qu'on emploie dans les commentaires. Dès l'adolescence, je savais que quelque chose d'autre avait aidé à construire toutes ces pyramides. Il suffisait de regarder l'intérieur des galeries et des tombeaux égyptiens. Les pierres étaient trop lisses. Et même lorsqu'elles étaient taillées, elles s'enchevêtraient de manière qu'on ne pouvait même pas mettre une carte bleue à l'intérieur. Même sur les dessins, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait certains symboles qui ne correspondaient pas aux hiéroglyphes. Aujourd'hui d'ailleurs, encore les égyptologues et les archéologues trouvent des choses surprenantes à l'intérieur de certaines galeries. D'ailleurs, certains ne peuvent même pas y accéder. Mais à l'époque, je pouvais pas dire au prof hey, monsieur, c'est pas les esclaves qui ont construit les pyramides. Et je gardais tout ça pour moi. Par contre, j'aimais aussi le sport. C'était pour moi la meilleure matière. Car je pouvais vraiment me défouler. Et j'adorais ça. Lorsqu'on faisait du basket surtout, j'arrivais à faire certaines choses et pourtant j'avais jamais fait de basket de ma vie, ni même en club, ni même en dehors. J'avais même pas de ballon de basket. J'avais juste vu un truc à la télé et hop, je savais le faire. À propos du basket, je me rappelle qu'un jour, au cours, la prof de sport était venue au milieu du terrain, sûrement pour arbitrer, je ne sais plus, et je me suis mis à faire une passe dans le dos, comme ça, avec le ballon. Et la prof, qui se trouvait entre moi et un autre copain, eh ben, elle s'est pris le ballon dans la figure. Et je peux vous dire que je me suis pris une sacrée engueulade, et je me suis pris 0 plus 0. Alors que j'avais rien fait de mal. Elle n'avait qu'à pas se trouver au milieu. Mais le cours que je détestais le plus, c'était les maths. Je comprenais toujours rien. Le prof nous parlait de Thalès, Pythagore, les équations à une ou deux inconnues, je ne sais plus. Et franchement, j'avais toujours hâte que le cours se termine. J'avais un prof qui s'appelait Max M, pour pas dire son nom de famille. Il avait une carrure vraiment imposante. Et ses mains, vous voyez mes mains là, ses mains faisaient 2 fois les miennes. Fallait vraiment pas broncher avec lui. Il avait tellement des mains énormes qu'il tenait toujours ses crayons du bout des doigts. Comme cela, parce qu'il pouvait pas faire autrement. Et je me souviens d'un cours avec lui, où un copain, je crois qu'il s'appelait Georges. Il s'amusait derrière son dos à faire un bras de fer avec un autre copain, et le prof, malheureusement, les a surpris. Il est venu vers eux et a dit à mon copain, en lui montrant la main, « Tu veux que je fasse un bras de fer avec ta tête ?» Je peux vous dire qu'on s'est bien marré ce jour-là. Mes notes, franchement, en maths, c'était pas compliqué. Vous connaissez la tête à Toto? 0 plus 0. J'avais que ça. Je devais avoir eu une fois ou deux 1 sur 20, voire 5 sur 20.
Et à cause de ça, le prof me demandait constamment de venir en retenue tous les mercredis après-midi. Je peux vous dire que j'en ai fait des retenues et des mercredis. Les discussions avec les autres élèves, ça me parlait pas. J'osais même pas discuter avec eux tellement j'étais timide. Alors je me taisais. En plus, plus je me taisais et plus je me sentais invisible. Même si en dehors de l'école j'avais quelques copains au collège, en début j'en avais très peu. Je me mettais toujours au fond de la classe, mais dans toutes les matières. Dès que j'arrivais en premier, je me collais au fond de la classe. Et je n'ai jamais levé le doigt pour répondre au prof. C'était le prof qui essayait de me demander une réponse, mais j'étais trop timide et je ne pouvais pas lui répondre. Tout ça, ça s'est un peu amélioré à partir de la 4e. C'est à cette période-là que j'ai eu mes premiers sentiments amoureux pour une fille de ma classe qui s'appelait Véronique. Mais du fait de ma timidité, j'ai jamais pu lui dire ce que je ressentais pour elle, car j'étais vraiment trop timide avec les filles. À chaque fois que je la voyais en classe, mon cœur battait très fort. Quelquefois, je discutais avec elle et l'une de ses copines, mais sans plus. Mon adolescence aurait dû être une période de découverte, de premières expériences. Mais pour moi, ça a été comme dans un long tunnel. Les autres vivaient, riaient, se disputaient, se rapprochaient les uns les autres. Moi, je restais là à les regarder. J'avais le sentiment de ne pas être comme les autres. Je me mettais toujours à l'écart dans tout ce que je faisais. Et surtout, j'avais du mal à parler. Et ça empirait. Je voulais qu'on me laisse tranquille, seul dans mon coin. Puisque je ne sortais pas beaucoup avec les copains, même si j'en avais quelques-uns, je restais continuellement dans ma chambre et je regardais souvent à travers la fenêtre et j'observais ce qu'il y avait dehors. Je regardais tout, et en particulier le ciel. J'ai toujours été attiré par le ciel. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fascinait, ça me fascine encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'attire. Je ne restais pas trop longtemps à la fenêtre car, comme je vous l'ai dit, on habitait au 6e étage et j'ai le vertige. Je me souviens que mes grands-parents habitaient près de chez nous, avenue de la Marne, dans le quartier de l'Argonne. Il y avait aussi mon oncle qui habitait avec eux et je les voyais souvent venir à la maison avec des sacs. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils venaient nous voir avec des sacs. C'est bien plus tard que ma mère m'a dit que effectivement mes grands-parents venaient nous apporter de la nourriture. Lorsque mon grand-père venait, il s'engueulait à chaque fois avec mon père. C'était récurrent. Mon grand-père savait que mon père bouffait tout son argent dans les jeux et il ne l'acceptait pas. Mais mon père s'en tapait, il s'en foutait. Ma mère s'effondrait de pleurs lorsque ma grand-mère venait la voir. Et moi, j'étais dans ma chambre. Mais on entendait quand même les pleurs de ma mère. Ma grand-mère a toujours été là pour nous. Et je la remercie. Parce qu'on n'avait rien à manger. Et ma mère, l'avoir pleuré, c'était très dur.
Mon père et mon grand-père ne se sont jamais entendus, même lorsque mon père était plus jeune. Et mon père m'avait avoué une fois que son père lui donnait aussi des coups de ceinture et utilisait parfois un air de bœuf qui était très, très dur. Et je comprends aussi maintenant pourquoi ma grande sœur et moi, on s'est pris des coups. Après, c'est ce que mon père m'avait dit à l'époque. Mais comme il inventait plein de choses, donc est-ce que c'était vrai? Pour ma petite sœur, je ne sais pas si elle s'est pris des coups, pardon. Et ça m'aurait fait encore plus mal si on l'avait su. J'ai appris aussi bien plus tard que mes grands-parents avaient donné de l'argent à ma mère pour qu'elle rembourse tout, la plupart des crédits et les factures. Par contre, ils lui demandaient de ne surtout pas en parler à mon père, parce qu'il aurait pris tout l'argent. Malgré tout ça, moi j'étais dans ma chambre, isolé, et je continuais à regarder le ciel, et je me mettais à lire des bandes dessinées du genre Strange et Rodéo. Je m'amusais souvent à redessiner les super-héros sur un cahier. Je prenais un calque et je refaisais les contours et après je redessinais, je rajoutais la couleur. Et je regardais aussi très souvent les livres de science-fiction de mon père, mais sans les lire. Parce que pour moi, ça servait à rien et ça m'intéressait pas de les lire. Je regardais surtout les couvertures qui représentaient des extraterrestres, des vaisseaux, des planètes. Et tout ça me fascinait et je me mettais à rêver. Je me créais des mondes à moi. Je devais avoir, si je me souviens bien, entre 10 et 15 ans. Par contre, je devenais de plus en plus sensible et je prenais du plaisir à lire ces bandes dessinées et ces livres de science-fiction qui me permettaient de m'évader, tandis que j'entendais encore mes parents se disputer. J'avais aussi dans ma chambre des consoles de jeux du genre MO5 et Atari, pour ceux qui connaissent. Par contre, je me souviens plus comment j'ai eu ces consoles. Ni même si c'est mon père qui les avait achetées ou que je les avais eues par les arbres de Noël du travail à ma mère. Mais grâce à ça, je m'évadais même si les engueulades entre mes parents continuaient. Et je peux vous dire que j'en avais vraiment marre, mes sœurs aussi. Pendant ce temps, mon père continuait toujours à mettre son salaire dans les jeux, dans le tiercé. Il s'inventait des histoires. Et il s'y enfermait. Il avait eu vraiment une addiction pour les jeux, il ne pouvait pas s'arrêter. Car il nous disait à chaque fois qu'un jour il allait gagner très gros au tiercé. Parfois ces histoires, on avait l'impression que c'était un film. Et il faisait tout pour qu'on y croie. Surtout avec ma mère. Tantôt, c'était du genre j'ai gagné au tiercé et j'ai commandé une nouvelle voiture, c'est une Golf GTI. Il nous avait même montré le bouquin sur la Golf, soi-disant commandée. Elle était noire avec des bandes rouges sur tous les côtés. Mais la Golf commandée n'est jamais arrivée. Il nous disait aussi j'ai gagné au tiercé et j'ai été chercher ce que j'avais gagné au bar. Et lorsque je suis sorti du bar avec la sacoche, il y a une moto qui est arrivée derrière moi et quelqu'un m'a pris la sacoche avec tout l'argent.
Le lendemain, il se rappelait même plus ce qu'il nous avait dit. Il avait tout oublié. C'était encore un mensonge. Mais ma mère croyait tout ça, car elle aussi espérait un jour se sortir de tout ça. Et je peux vous dire qu'il savait sacrément raconter les histoires. Plus le manque d'argent était important, et plus ma mère se rendait malade et piquait des crises de nerfs. Elle lui jetait parfois des objets à la figure. Elle lui a même jeté une fois une poêle. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était vraiment au bout. Comme nous aussi. Elle était tellement tombée malade que... Pardonnez-moi, c'est des souvenirs, mais je vous les raconte. Elle était tellement tombée malade que mon père l'avait fait interner en maison de repos à Dole, dans le Jura, pour ceux et celles qui connaissent. Et pendant son absence, ça a été dur au niveau de nourriture. Mon père nous faisait constamment des pâtes à l'eau ou des pâtes à la moutarde, car ça coûtait pas cher. Et lorsque ma mère est rentrée après plusieurs semaines, il n'y avait rien de changé à la maison. Les cris et les pleurs ont continué. Ma grande sœur criait aussi après mon père, mais il s'en foutait. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'être seul m'a appris quelque chose. Ça m'a appris à commencer à voir la vie différemment et à faire les choses que j'avais envie de faire à l'époque. Bien sûr, à ce moment-là, à cette époque-là, je ne pouvais pas voir ça comme une force. Mais c'était pour moi une façon de me construire. Même dans la solitude, j'avais compris que je pouvais avancer. Donc après toutes ces années passées à m'isoler, il y a d'autres événements qui sont arrivés. Il y a eu le lycée, le service national, mes loisirs, mes premières rencontres amoureuses, et je vous le dis un petit peu avec le sourire maintenant. Tous ces moments allaient m'obliger à sortir, à affronter ma timidité et à me confronter cette fois-ci à la vraie vie d'adulte qui commençait. Belles âmes, c'est ce que je vais vous raconter dans la 3e partie de mon histoire. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce 2e témoignage. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas, selon la formule, à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire, et si vous le souhaitez, bien sûr, à vous abonner pour découvrir la 3e partie. Je vous aime. Namasté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.